Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 choses que les personnes émotionnellement intelligentes ne font jamais. Mais avant, je vais vous raconter une histoire simple, mais qui ouvre l'esprit. Dans un village serein, vivait une sage ancienne, révérée pour son intelligence émotionnelle et sa capacité à vivre en paix. Sa maison simple était toujours ouverte à ceux qui cherchèrent des conseils, et beaucoup repartaient plus légers et avec une nouvelle perspective sur la vie. Un jour, un jeune impétueux, connu pour ses réactions impulsives et pour être contrôlé par ses émotions, chercha l'ancienne. Il se sentait perdu et espérait qu'elle pourrait le guider vers une vie plus équilibrée. L'ancienne, après avoir écouté attentivement le jeune, proposa un défi: vivre consciemment pendant 7 jours, observant ses émotions et comportements. Chaque matin, elle partagerait un enseignement sur l'intelligence émotionnelle. Le premier jour, l'ancienne dit: ne réagissez pas impulsivement. Les réactions automatiques conduisent souvent à des regrets. Respirez profondément, comptez jusqu'à 10 et répondez ensuite calmement. Le jeune réfléchit à sa tendance à réagir sans penser. Le deuxième jour, l'ancienne dit: ne gardez pas rancune. La rancœur accumulée corrompt l'âme et empêche le bonheur. Pratiquez le pardon, non pour les autres, mais pour votre propre paix. Le jeune commença à considérer le poids des ressentiments qu'il portait. Le troisième jour, l'ancienne dit: ne vous comparez pas aux autres. Les comparaisons constantes volent votre joie et votre confiance en soi. Concentrez-vous sur votre propre progression et célébrez vos réussites. Le jeune réalisa combien il se laissait affecter par les réalisations des autres. Le quatrième jour, l'ancienne dit: n'évitez pas vos émotions. Ignorer ce que vous ressentez peut mener à des explosions émotionnelles. Accueillez vos émotions, comprenez-les et trouvez des moyens sains de les exprimer. Le jeune commença à accepter ses sentiments au lieu de les réprimer. Le cinquième jour, l'ancienne dit: ne cherchez pas la validation externe. Le besoin d'approbation des autres peut manipuler vos actions. Fiez-vous à votre propre jugement et valorisez-vous. Le jeune commença à se faire plus confiance. Le sixième jour, l'ancienne dit: ne laissez pas la peur vous paralyser. La peur est une émotion naturelle, mais elle ne doit pas contrôler vos décisions. Affrontez-la avec courage et utilisez-la comme un guide pour la croissance. Le jeune trouva la force de confronter ses peurs. Le septième jour, l'ancienne partagea sa sagesse finale: ne vous attachez pas au passé. Revivre les erreurs et les regrets empêche votre croissance. Apprenez du passé, mais vivez dans le présent et construisez un avenir meilleur. Avec cela, la semaine de conscience et d'introspection se termina et le jeune se sentit transformé. Il ne réagissait plus impulsivement, trouvant l'équilibre dans la patience, l'acceptation et la confiance en soi. Il remercia l'ancienne et suivit son chemin, désormais plus émotionnellement intelligent. Dans la vie, les émotions sont comme des vents qui nous détournent du chemin pour atteindre ce que nous voulons. Elles peuvent nous influencer profondément, tant positivement que négativement. Le secret réside dans l'apprentissage de la navigation de ces vents, en les utilisant à notre avantage. Comme le disait Lao Tzu, connaître les autres est une intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Contrôler les autres est une force. Se contrôler soi-même est le vrai pouvoir. La vraie force réside dans le contrôle interne, dans la capacité de gérer nos propres émotions et réactions. Quand nous maîtrisons nos émotions, nous prenons des décisions plus rationnelles et équilibrées, évitant des actions impulsives qui peuvent nous nuire. Vous devez comprendre vos émotions comme un outil et non comme un fardeau. Il s'agit de maintenir vos émotions sous contrôle au lieu de les laisser gouverner votre vie. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, commençons par la première chose que les personnes émotionnellement intelligentes ne font jamais. Votre base émotionnelle n'est pas externe. Les personnes émotionnellement intelligentes ne placent jamais leur bonheur entre les mains des autres. Elles comprennent que leurs émotions sont créées par elles-mêmes et non par les actions des autres. Une clé de l'intelligence émotionnelle est de comprendre que vos sentiments sont votre responsabilité. Ils ne sont pas la faute de quelqu'un d'autre, ils sont les vôtres. Votre base émotionnelle n'est pas externe, elle est en vous. Lorsque nous acceptons cela, nous nous libérons de la dépendance au comportement d'autrui pour nous sentir bien. Eleanor Roosevelt a dit quelque chose de simple mais libérateur. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement.
Si nous croyons que quelqu'un nous a fait nous sentir mal, découragés ou en colère, nous devenons vulnérables, car nous dépendons des actions des autres pour nous sentir bien. Parfois, l'action de quelqu'un peut nous affecter de manière non intentionnelle. Dans ces moments, nous devons reconnaître que c'est notre responsabilité de gérer notre réponse émotionnelle. Nous tombons presque toujours dans le piège de blâmer les autres pour nos états émotionnels. Une étude de l'université de Harvard montre que cette tendance est un mécanisme de défense pour éviter l'autocritique et l'introspection, ce qui nous rend pratiquement dépendants de projeter la responsabilité de nos sentiments sur des facteurs externes. En assumant la responsabilité émotionnelle, nous devenons plus résilients. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une compétence qui peut être développée. Pratiquez l'auto-observation. Lorsque quelque chose vous affecte émotionnellement, demandez-vous « Pourquoi me sens-je ainsi ? Que dit cette émotion de mes croyances et attentes ?» Cela aide à comprendre la racine de vos émotions, au lieu de simplement réagir. Les actions des gens peuvent influencer comment nous nous sentons, mais elles ne déterminent pas nos sentiments. Souvenez-vous que vous contrôlez comment vous répondez à ces actions. Cela implique d'apprendre à réguler vos émotions, de trouver des moyens sains de les exprimer et de chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Les émotions sont puissantes, mais elles ne doivent pas contrôler nos vies. Dans les 7 prochains jours, défiez-vous d'assumer la responsabilité totale de vos émotions. Voyez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais affecté par les actions des autres, mais plutôt que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Souvenez-vous, vous êtes le seul responsable de votre paix intérieure. En adoptant cette posture, vous devenez plus résilient, indépendant et capable de faire face à n'importe quel défi avec équilibre et clarté. Et, si vous voulez en apprendre plus sur l'autocontrôle et que vous aimez le contenu, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Elles ne se font pas facilement des amitiés. L'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est avec qui vous choisissez de vous entourer. Cela est encore plus vrai pour ceux qui cultivent l'intelligence émotionnelle. Être émotionnellement intelligent, ce n'est pas seulement comprendre et gérer ses propres émotions, mais aussi choisir avec soin qui vous laissez entrer dans votre vie. Les amitiés véritables sont des trésors rares et précieux, qui ne doivent pas être confiés à n'importe qui. Les personnes émotionnellement intelligentes savent qu'elles ne doivent pas se faire des amis facilement. Elles comprennent que la qualité des relations est bien plus importante que la quantité. Chaque ami est une influence qui peut affecter votre bien-être, vos décisions et votre croissance personnelle. Pour cette raison, elles sont sélectives et prudentes, préférant la profondeur et l'authenticité à la superficialité. Imaginez votre vie comme un jardin. Les amitiés sont comme des plantes. Certaines fleurissent et apportent de la beauté, tandis que d'autres peuvent étouffer les fleurs autour. Une personne émotionnellement intelligente sait qu'elle doit cultiver soigneusement son jardin, choisissant avec sagesse quelle plante elle permet de croître. Elles reconnaissent qu'il vaut mieux avoir quelques fleurs épanouies pleinement, plutôt qu'un champ plein de mauvaises herbes. Pensez à combien de fois vous avez laissé quelqu'un entrer dans votre vie, juste pour découvrir que cette personne apportait plus de stress et de négativité que de joie et de soutien. Ces expériences enseignent l'importance de sélectionner avec soin les personnes que vous permettez de s'approcher. Les vrais amis sont ceux qui ajoutent de la valeur, qui sont présents dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui vous aident à grandir. Une personne émotionnellement intelligente observe et analyse avant de s'ouvrir à quelqu'un. Elle prête attention aux actions, comportements et mots des autres. Ce processus peut être lent, mais il garantit des amitiés basées sur la confiance et le respect. L'intelligence émotionnelle implique aussi la capacité de se protéger. Cela ne signifie pas construire des murs, mais établir des limites saines. Ces limites maintiennent la paix intérieure et protègent contre les relations toxiques. Les personnes émotionnellement intelligentes savent quand dire non et comment se détacher des relations nuisibles sans culpabilité. Mais il est important de comprendre que être sélectif ne signifie pas être solitaire ou antisocial, mais plutôt prioriser la qualité, pas la quantité. Vous pouvez faire de même et valoriser la qualité de vos connexions. Observez comment les gens vous font sentir et évaluez s'ils méritent vraiment une place dans votre vie. Cultivez des amitiés qui vous inspirent,
qui vous défient à être meilleur et qui sont alignés avec vos valeurs. Rappelez-vous que construire des amitiés authentiques prend du temps. Cela requiert de la patience, du discernement et une compréhension profonde de vous-même et des autres. Qui vous choisissez pour entrer dans votre vie reflète votre niveau d'intelligence émotionnelle et votre engagement envers vous-même. Alors, choisissez avec sagesse, cultivez avec soin et valorisez chaque connexion véritable que vous formez. Elles ne sont pas paralysées par la peur. Vous êtes-vous déjà trouvé paralysé par la peur face à une nouvelle opportunité, un changement d'emploi ou même une nouvelle relation? Ressentir de la peur face à quelque chose de nouveau et d'incertain, c'est complètement normal, une réaction humaine que nous expérimentons tous. Les personnes émotionnellement intelligentes gèrent ce sentiment d'une manière différente. Elles n'évitent pas la peur, elles la reconnaissent comme une émotion naturelle et l'utilisent à leur avantage. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Il avait absolument raison. La peur est conçue pour nous protéger, mais elle ne doit pas nous faire abandonner. Une étude de l'université de Stanford a révélé que la peur du nouveau est une réponse biologique destinée à nous préparer à affronter des défis. Cela signifie que ressentir de la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction normale et saine qui nous maintient attentifs et prêts à agir. Les personnes émotionnellement intelligentes voient la peur comme une opportunité de croissance. Au lieu de fuir ou de geler, elles utilisent la peur pour réfléchir et planifier leurs actions avec plus de soin. Cela les rend plus résilientes et confiantes face aux défis. Daniel Goleman, auteur du livre Intelligence émotionnelle, suggère que ces personnes savent gérer la peur et l'utiliser à leur avantage. Elles voient la peur comme un signe que quelque chose d'important est sur le point de se produire et se préparent à affronter le défi de manière intelligente. Alors, comment pouvons-nous maîtriser cette peur et ne pas permettre qu'elle nous empêche de vivre de nouvelles expériences? Voici une astuce. Lorsque vous sentez la peur s'approcher, respirez profondément et reconnaissez l'émotion. Dites-vous que c'est normal de ressentir de la peur et que cela fait partie de la croissance. Ces moments de conscience de soi peuvent faire la différence entre reculer et avancer avec courage. Imaginez commencer un nouveau projet au travail. Vous ressentez la peur de l'échec et de la critique, mais vous respirez profondément et reconnaissez cette peur. Au lieu de vous paralyser, utilisez cette émotion pour mieux vous préparer et vous dédier davantage. La peur devient un carburant pour votre succès. Outre reconnaître la peur, pratiquez la résilience émotionnelle. Entraînez votre esprit à gérer des émotions intenses, sans les laisser vous dominer. Pensez à la peur comme à un visiteur temporaire, une émotion qui vient pour vous alerter, mais qui ne doit pas contrôler votre vie. Une autre technique utile est de vous remémorer vos succès passés. Souvenez-vous des fois où vous avez ressenti de la peur, mais avez poursuivi et atteint quelque chose de significatif. Cet exercice mental renforce votre capacité à surmonter la peur et vous motive à continuer à avancer. La peur peut autant vous paralyser que vous pousser. Elle peut être un avertissement pour mieux vous préparer ou une opportunité pour grandir. Le choix est le vôtre. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'explorer de nouvelles possibilités et d'atteindre de nouveaux horizons. Apprendre à la gérer est signe de véritable sagesse et de courage. Avant de continuer, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez avoir besoin d'apprendre cela. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Elles ne croient jamais que leur état émotionnel détermine la réalité. Vous êtes-vous déjà demandé si vos émotions étaient la vérité absolue sur une situation? Comprendre que les émotions sont des réactions et non la réalité en elle-même est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle. Ce discernement permet aux personnes émotionnellement intelligentes de naviguer dans la vie avec clarté et équilibre. Les émotions sont des réponses automatiques à des stimuli externes, façonnés par nos expériences, croyances et attentes. Elles ne sont pas une représentation précise de la réalité, mais un reflet de la manière dont nous percevons cette réalité. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que leurs émotions sont personnelles et peuvent ne pas représenter la vérité absolue d'une situation. Ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie ou de la peur est naturel, mais comprendre que ces émotions sont juste des réactions et non la réalité en elle-même est essentiel.
Dans le feu de l'action, il est facile de confondre les émotions avec les faits. Si quelqu'un critique votre travail, vous pouvez ressentir de la colère ou de la frustration et supposer que la critique est une offense personnelle. Cependant, vos émotions sont juste des réactions à une interprétation subjective de la situation. Les personnes émotionnellement intelligentes réussissent à séparer leurs émotions des faits et à analyser la situation de manière plus rationnelle et équilibrée. Imaginez que vos émotions sont comme des lentilles à travers lesquelles vous voyez le monde. Ces lentilles peuvent déformer la réalité en amplifiant les peurs, les insécurités ou les attentes. Reconnaître cela permet d'ajuster votre perspective et de voir la situation de manière plus objective. Par exemple, si votre partenaire annule un rendez-vous à la dernière minute, votre réaction émotionnelle peut être de déception ou de colère, vous amenant à conclure qu'il ou elle ne se soucie plus de vous. Mais la réalité, c'est qu'il ou elle a pu avoir un imprévu sérieux au travail, et bien qu'à contre-cœur, annuler était la seule alternative. Séparer votre émotion de la situation permet une évaluation plus juste et équilibrée. Comprendre que vos émotions ne définissent pas la réalité est l'un des aspects les plus importants de l'intelligence émotionnelle. Cependant, le reconnaître dans le feu de l'action peut être un défi, nécessitant pratique et autoconnaissance, comme le disait Viktor Frankl. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Les personnes émotionnellement intelligentes maîtrisent l'art d'utiliser cet espace pour choisir des réponses qui favorisent la croissance et le bien-être. Elles savent que leurs émotions sont juste une partie de l'équation, permettant que la raison et la perspective équilibrée guident leurs actions. Elles évitent les réactions impulsives basées sur des émotions intenses. À la place, elles prennent du recul, respirent profondément et évaluent la situation avant de répondre. Cela évite les décisions précipitées qui peuvent avoir des conséquences négatives. En suivant ce chemin, vous pouvez également construire des relations plus saines, prendre des décisions plus sages et vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante. Elles ne croient pas qu'une mauvaise journée conduit à une mauvaise vie. Les personnes émotionnellement intelligentes comprennent que nous ne pouvons pas être heureux tout le temps. Une mauvaise journée ne signifie pas que votre vie s'effondre, mais que simplement quelques facteurs se sont combinés pour créer un moment difficile et vous faire passer une mauvaise journée. Elles savent que les moments de tristesse, de frustration ou de colère sont des parties inévitables de la vie et ne se laissent pas perturber par ces sentiments, mais les reconnaissent et les acceptent comme éphémères. Imaginez la vie comme le climat. Certains jours sont ensoleillés, d'autres nuageux, et parfois nous faisons face à des tempêtes. Nous ne jugeons pas une saison entière sur une journée pluvieuse. Alors, nous ne devrions pas juger nos vies sur un mauvais moment. Les émotions négatives sont temporaires et ne définissent pas notre existence. Mais pourquoi est-il si difficile d'accepter cela? Notre société, souvent, nous pousse à rechercher le bonheur constant, créant l'illusion que tout sentiment négatif est un échec. Cela peut conduire à la répétition de pensées négatives et à l'autocritique, aggravant encore plus notre état émotionnel. Les personnes émotionnellement intelligentes rompent ce cycle, reconnaissant que la douleur et l'inconfort sont des parties naturelles de l'expérience humaine. Alors, comment pouvons-nous adopter cette mentalité? Au lieu de vous critiquer pour vous sentir mal, commencez à vous traiter avec la même gentillesse que vous offririez à un ami en difficulté. L'autocompassion réduit l'intensité des sentiments négatifs et promeut une récupération plus rapide. Voyez vos émotions négatives comme des signaux utiles, indiquant que quelque chose doit changer dans votre vie ou que vous avez besoin de temps pour vous récupérer. Utilisez ces moments pour la réflexion et la croissance personnelle, non pour vous punir. Rappelez-vous qu'une mauvaise journée ne définit pas votre vie. Regardez le tableau plus large et voyez comment vos bons moments surpassent les mauvais. Ne permettez pas qu'un seul événement négatif contamine votre vision de toute votre vie. Soyez spécifique sur ce qui a causé votre mal-être et évitez de faire des généralisations comme « ma vie est horrible ». Une mauvaise journée est juste cela, une journée. Ne permettez pas qu'un moment éphémère se transforme en une croyance permanente que votre vie est ruinée.
comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. En apprenant à accepter et à gérer les émotions négatives, vous développerez une résilience émotionnelle, vous permettant de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus d'équilibre et de sagesse. Promettez-vous que, face à des moments difficiles, vous verrez au-delà du temporaire et reconnaîtrez la force qui réside dans l'acceptation de toutes les parties de votre expérience humaine. Construisez une vie basée sur la compréhension et l'acceptation de vos émotions, et vous verrez que même les mauvais jours ont leur valeur et leur but. Elle n'associe pas la retenue à l'intelligence émotionnelle. Être émotionnellement intelligent ne signifie pas que vous ne perdez jamais votre calme. Nous le perdons tous. Être émotionnellement intelligent signifie que vous comprenez comment vous vous sentez, pourquoi vous vous sentez ainsi, et vous gérez cela de manière appropriée. La prochaine fois que vous sentirez que vous perdez votre calme, demandez-vous si vous comprenez vraiment ce que vous ressentez, ou si vous réagissez juste automatiquement. La psychologie nous enseigne que perdre son sang-froid est souvent une réponse automatique de notre cerveau, une façon de dire « si j'explose, je peux me protéger ou contrôler la situation ». Mais il existe une meilleure manière de gérer ses émotions. Les personnes véritablement intelligentes ont découvert que l'autoconscience est le nouveau super-pouvoir. Au lieu de réagir impulsivement, elles choisissent de comprendre et de traiter leurs émotions avant d'agir. Et si quelqu'un essaie de vous provoquer, utilisez la sagesse stoïcienne. Épictète, le philosophe stoïcien, a dit « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais plutôt notre interprétation de ceux-ci. » Quand quelqu'un essaie de vous déstabiliser, gardez votre calme et interprétez la situation de manière rationnelle. Imaginez la scène. Quelqu'un fait un commentaire provocateur sur votre travail. Au lieu de riposter ou de vous exalter, vous respirez profondément et répondez avec clarté et confiance. Je vous remercie pour votre retour. Analysons cela ensemble. Vous avez désarmé la personne avec retenue et intelligence. Et si au lieu de juste vous défendre, vous utilisiez ce moment pour grandir? Chaque provocation peut être une opportunité pour pratiquer la patience et l'autocontrôle. C'est comme une salle de sport émotionnelle gratuite. Je ne dis pas que vous devriez devenir un robot sans émotion, ou laisser les gens monter sur votre tête, ressentir de la colère ou de la frustration en étant provoqué est normal. La clé, c'est comment vous gérez ces sentiments. Les personnes intelligentes comprennent leurs émotions et savent qu'elles n'ont pas besoin de réagir à chaque provocation. Quand vous arrêtez de perdre votre sang-froid et commencez à garder votre calme, le monde autour de vous change. Les gens se sentent plus à l'aise autour de vous et les conversations deviennent plus significatives. La véritable force, c'est de maintenir son calme, pas d'exploser. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous êtes sur le point de perdre votre calme, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Que ferait une personne véritablement intelligente dans cette situation ?» Et si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions et relations. Elles ne laissent pas les autres choisir leurs pensées. Les personnes émotionnellement intelligentes ont découvert quelque chose de fascinant. La véritable force réside dans le choix de leurs propres pensées. Elles comprennent que leurs émotions sont influencées par les interprétations qu'elles font des événements, et non par les événements eux-mêmes. Cette connaissance les rend maîtresses dans le choix des pensées qu'elles permettent dans leurs esprits. Nous sommes tous bombardés par des influences extérieures, actualités, réseaux sociaux, opinions d'autrui. Cependant, les personnes émotionnellement intelligentes filtrent ces influences avec maestria. Elles savent que permettre à des pensées négatives de s'installer est un choix, et elles préfèrent choisir des pensées qui apportent la paix et la positivité. Parfois, cela peut être vu par les autres comme de l'entêtement. Mais cet entêtement n'est pas un défaut. C'est une démonstration de contrôle sur leurs propres pensées et émotions. Choisir ses propres pensées est, avant tout, un acte de pouvoir personnel. En contrôlant leurs pensées, elles contrôlent leurs émotions et actions. Cette pratique constante d'autorégulation les rend résilientes et capables de faire face aux adversités avec sérénité. Ce niveau de contrôle mental n'est pas quelque chose que l'on atteint du jour au lendemain.
C'est une pratique quotidienne d'auto-réflexion et d'ajustement. Elles réservent du temps pour méditer, réfléchir et ajuster leurs pensées, entraînant régulièrement l'esprit. Lorsqu'elles font face à des défis, ces personnes montrent une résilience impressionnante. Elles ne nient pas la réalité, ni évitent les problèmes. Au contraire, elles les affrontent avec une mentalité positive et forte. Leur capacité à choisir des pensées qui favorisent des solutions les rend extrêmement adaptables. Dans les relations interpersonnelles, les personnes émotionnellement intelligentes maintiennent un équilibre sain. Elles ne se laissent pas facilement ébranler par les mots ou les actions des autres. Au lieu de réagir impulsivement, elles choisissent des pensées qui favorisent la compréhension et l'empathie, renforçant leur connexion avec les autres. Imaginez l'impact positif que vous pouvez créer dans votre vie en commençant à choisir consciemment vos propres pensées. Cela améliore votre santé mentale et influence positivement tous ceux autour de vous. La prochaine fois que vous aurez une pensée négative, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous: est-ce cela que je veux cultiver dans mon esprit? Pensez aux dernières semaines et aux 5 derniers mois. Comment avez-vous vécu depuis janvier? Lorsque nous recevons une nouvelle opportunité, en profitons-nous pleinement? Tenez-vous vos promesses? Avez-vous commencé à agir pour atteindre vos objectifs? Ou bien y a-t-il eu des jours où la paresse, la fatigue ou la démotivation l'ont emporté? Il est facile de tomber dans le piège de la procrastination en remettant les choses à demain et en croyant avoir tout le temps devant soi. Mais nous ne pouvons pas espérer des résultats différents dans notre vie si nous continuons à agir de la même manière. Soit vous commencez à changer maintenant, soit vous resterez toujours frustré et en échec. Si vous ne vivez pas encore comme vous l'aviez prévu, c'est le moment de changer et d'agir différemment. Cette vidéo est un défi pour les 30 prochains jours. Je vais présenter 7 défis et je veux que vous en choisissiez un pour vous engager à le pratiquer dans les jours à venir. Peu importe votre situation actuelle, que vous prospériez, que vous fassiez face à des difficultés émotionnelles ou autre chose, il y a toujours place à l'amélioration. Il suffit d'avoir la volonté et le courage de commencer. Imaginez comment ce serait si, au lieu de céder à la paresse ou au manque de motivation, vous faisiez un pas décisif chaque jour pour vous rapprocher de vos rêves. Pensez à la façon dont votre vie pourrait se transformer en adoptant de nouveaux habitudes et attitudes, même petites mais cohérentes. C'est une invitation à reprendre le contrôle au cours des 30 prochains jours et à orienter votre énergie vers un changement réel dans votre vie. Et vous seul pouvez choisir de le faire. Commençons le premier défi. Ne vous plaignez de rien dans votre vie. Ce défi peut véritablement transformer votre vie. Imaginez-vous vous engager à passer les prochains jours sans laisser échapper une seule plainte, commentaire négatif ou commérage de vos lèvres. En prenant conscience de vos paroles et en vous efforçant de les changer, vous modifierez votre manière de penser et commencerez à réécrire votre histoire. Pensez combien de fois vous vous plaignez au cours de la journée. Peut-être est-ce à propos de quelque chose de mineur, comme le trafic chaotique qui vous retarde chaque matin, un collègue de travail trop bavard qui interrompt votre concentration, les prix qui augmentent chaque jour au supermarché et vident votre portefeuille, ou encore un mal de tête, voire même la météo qui gâche vos plans. Individuellement, ces choses semblent insignifiantes, mais cumulées, elles peuvent sérieusement peser sur votre humeur et votre état d'esprit. Faites un effort conscient pour changer cela. Décidez que pour les 30 prochains jours, vous ne céderez ni à l'envie de vous plaindre, ni aux pensées négatives. Cela sera un défi, bien sûr, mais pensez aux bénéfices que vous en retirerez. Se plaindre, c'est arroser les graines de ce que nous ne voulons pas dans nos vies. En nous plaignant, nous nous focalisons sur ce qui ne va pas. C'est comme être pris dans un sable mouvant. Plus nous nous concentrons sur les problèmes, plus nous nous enfonçons. Avez-vous remarqué comment nous commençons par nous plaindre d'une petite chose et en peu de temps, nous nous plaignons de tout? C'est parce que ce sur quoi nous nous concentrons a tendance à s'amplifier. Nos pensées et nos paroles façonnent notre réalité. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses méditations, notre vie est colorée par nos pensées. Donc, soit vous utilisez des couleurs claires, soit des couleurs sombres. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller nos paroles, car elles révèlent nos pensées les plus profondes. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nos pensées sont plus destructrices que constructives. Mais nos paroles le transmettent.
Il est crucial de contrôler notre esprit si nous voulons progresser et bien vivre. Mais comment relever ce défi concrètement? Une méthode efficace est la surveillance consciente. L'idée est simple. Choisissez un objet comme un bracelet, une alliance ou un élastique de poignet. À chaque fois que vous vous surprenez sur le point de vous plaindre, critiquer ou commérer, déplacez cet objet. Ce petit geste physique peut être le déclencheur dont vous avez besoin pour développer une nouvelle conscience de vos paroles et pensées. En 30 jours, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Lorsque nous cessons de nous plaindre, nous commençons à voir les bonnes choses autour de nous, les petites joies qui passaient auparavant inaperçues. Vous constaterez que vous avez plus de contrôle sur votre bonheur que vous ne l'imaginiez. Se plaindre, c'est semer des graines de négativité. En choisissant de ne pas se plaindre, vous commencez à semer des graines de gratitude et de positivité. Imaginez-vous le matin, au lieu de vous inquiéter du temps pluvieux, en profitant d'un moment douillet à la maison, en regardant un film que vous avez toujours voulu voir. Au lieu de vous agacer contre un collègue bruyant, utilisez des écouteurs avec une musique relaxante ou un podcast que vous vouliez écouter. Lorsque vous faites vos courses, considérez les prix élevés comme une incitation à rechercher des promotions ou à essayer des recettes plus économiques. Essayez de trouver la beauté chaque jour, même s'il pleut. En ce premier jour du défi, observez-vous. Remarquez combien de fois vous êtes tenté de vous plaindre. Cela peut être révélateur de voir à quel point ces réactions sont automatiques. Mais, en vous engageant dans ce défi, vous commencez à briser ce cycle. Chaque mot que vous dites a du pouvoir. Il façonne votre réalité et influence directement votre expérience de vie. Alors, pourquoi ne pas choisir des mots qui apportent lumière et positivité? Lorsque vous vous plaignez, vous utilisez le pouvoir incroyable de votre esprit pour chercher des choses que vous ne voulez pas et finissez par les attirer davantage. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez d'attitude. Arrêtez de vous plaindre. Acceptez le défi de 30 jours sans plainte et voyez comment votre vie peut se transformer. En contrôlant vos paroles, vous prenez le contrôle de votre histoire, créant une vie plus enrichissante et gratifiante. Maintenant, je vous invite à vous engager dans ce défi. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre parcours avec nous dans les commentaires. Ensemble, transformons nos vies un jour à la fois à partir de maintenant. Deuxième défi, libérez l'esprit des retraites négatives. Imaginez un instant que chaque matin, avant de sortir de chez vous, vous preniez 2 sacs remplis de pierres et les mettiez dans votre sac à dos. Au début, peut-être ne sentiriez-vous pas vraiment le poids. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, porter cette charge deviendrait insupportable. Vous seriez épuisé, sans énergie, et chaque pas serait un immense effort. Maintenant, pensez à vos pensées négatives et désagréables. Elles fonctionnent de la même manière. Elles usent non seulement votre esprit, mais affectent aussi votre énergie et votre attitude envers la vie, créant un cycle de frustration, d'autocritique et de perte de confiance en soi, vous laissant épuisé et démoralisé. Notre deuxième défi est d'interrompre ce cycle d'auto-sabotage mental. Vous ne mettriez jamais tout ce poids dans votre sac à dos, n'est-ce pas? Jamais vous ne le rempliriez de pierres à transporter toute la journée. Alors pourquoi continuer à le faire avec votre esprit? Souvent, nous apprenons à valoriser davantage les biens matériels que notre propre santé mentale. Pourtant, il est possible de changer cela. Nous pouvons apprendre à reconnaître la valeur de notre esprit et l'impact qu'il a sur notre qualité de vie. Nous devons apprendre à combattre ces pensées négatives avant qu'elles ne se transforment en monstres mentaux. Par exemple, dans les relations, lorsque des difficultés surgissent ou que les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de résoudre le problème par la discussion, nous ruminons ces pensées encore et encore. Elle a perdu tout intérêt pour moi. Il ne se soucie plus de moi. Ces idées peuvent devenir des obstacles lourds pour la relation, minant la communication et la connexion. Un autre exemple, imaginez que vous êtes au travail et que votre patron critique une tâche que vous avez accomplie. Au lieu de discuter et de résoudre le problème, vous commencez à penser « je ne fais jamais rien correctement, il ne me valorisera jamais ». Ces pensées s'accumulent et deviennent un grand obstacle à votre performance et à votre bien-être. Presque toutes les expériences désagréables dans nos vies ont le potentiel de se transformer en monstres mentaux
si nous les alimentons constamment de pensées négatives. Les déceptions amoureuses, les échecs professionnels, une amitié qui se termine, une erreur commise, une opportunité manquée, ou même les mots durs de quelqu'un dans le passé. Tout peut devenir un poids dans notre esprit, nous empêchant de progresser et de trouver le bonheur et l'accomplissement. Revivre nos peurs et nos échecs prépare le terrain pour l'autodestruction. Au cours des 30 prochains jours, notre défi est d'interrompre ce cycle de pensées négatives. Tout d'abord, nous devons cesser de nourrir notre esprit de déchets mentaux, en évitant de revivre constamment des expériences désagréables. Ensuite, nous devons orienter notre mémoire de manière positive, en nous concentrant sur les événements et les pensées qui nous renforcent et nous inspirent dans notre parcours de vie. En éliminant les pensées négatives, nous ouvrons la voie à une mentalité plus légère et constructive, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Une manière efficace de commencer est de reconnaître les pensées négatives au fur et à mesure qu'elles surgissent et de les remettre en question. Quand une pensée négative se présente, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Ce simple acte de questionnement peut aider à interrompre le cycle de négativité. De plus, il est crucial d'apprendre à faire taire notre critique interne, cette voix qui tourne en boucle dans notre tête, se lamentant sur nos erreurs. Au lieu de nous dévaloriser, nous devons apprendre à plaider en notre faveur. Cela signifie se rappeler des moments où nous avons été intelligents, courageux et résilients. Nous commettons tous des erreurs, car personne n'est parfait, et nous avons tous des moments de grandeur, de dépassement et de réalisation. En recherchant l'autoconnaissance, nous commençons à nous voir de manière plus complète, en acceptant nos imperfections comme faisant partie de notre cheminement personnel. C'est comme si nous façonnions une version plus forte et plus confiante de nous-mêmes. Cette route n'est pas facile, c'est un chemin sinueux où nous apprenons la véritable force intérieure et la capacité de façonner notre propre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de changer notre façon de voir la vie et de remodeler nos valeurs, y compris l'importance que nous nous accordons. Si vous êtes vraiment prêt à relever ces défis et à les appliquer dans votre vie quotidienne, laissez votre marque en vous engageant ici. Écrivez dans les commentaires « Je vais appliquer ». Ce petit pas peut marquer le début de grands changements pour construire une mentalité plus forte et plus saine, une pensée positive à la fois. Troisième défi, pratiquer le détachement émotionnel et matériel. Ce défi consiste à apprendre à vivre sans quelque chose que vous considérez indispensable. Cela peut être quelque chose de petit comme votre friandise préférée ou quelque chose de plus grand comme le temps passé sur les réseaux sociaux. L'idée est assez simple. Explorer le pouvoir de l'autocontrôle, l'une des plus grandes libertés que nous puissions avoir. Imaginez un instant ce que ce serait de laisser de côté quelque chose qui vous apporte confort ou plaisir. On pourrait croire qu'on se prive de bonheur, n'est-ce pas? Mais, en réalité, on s'entraîne à devenir plus fort, capable de faire face à l'inconfort et de résister aux tentations qui surgissent sur notre chemin. Vous devenez quelqu'un capable de faire ce que d'autres n'osent pas. Pensez à comment élargir votre zone de confort peut vous rendre plus résilient face aux adversités de la vie. En faisant cela, vous renforcez votre autodiscipline et apprenez à dire non aux choses qui ne contribuent pas à votre développement personnel. Ce parcours ne consiste pas seulement à renoncer à quelque chose pendant quelques jours, mais à changer votre perspective et à devenir une meilleure version de vous-même. Pensons à ce défi de manière plus large. Il ne s'agit pas seulement de privation matérielle, mais aussi de traiter avec des sentiments, des émotions et des habitudes nocives. Par exemple, considérez l'insécurité qui souvent nous empêche d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Elle peut être comme un poids sur nos épaules, nous empêchant d'avancer. Au cours des 30 prochains jours, chaque fois que vous êtes confronté à l'insécurité ou à une habitude nuisible, imaginez-vous libérant ce poids qui vous retient. Donnez-vous la permission d'agir avec confiance et détermination, même si cela semble difficile au début. Ce défi ne consiste pas seulement à résister à une habitude. Il s'agit de se libérer de quelque chose qui entrave clairement votre progression et votre bonheur. Parfois, nous nous accrochons à des sentiments négatifs ou à des habitudes destructrices, comme si nous étions pris dans une toile invisible. Même en sachant que ces choses nous font du mal, il est difficile de les abandonner,
car elles nous procurent des bénéfices secondaires. Mais en nous défiant de vivre sans ces entraves, nous découvrons notre propre force intérieure et notre capacité à surmonter. Alors, choisissez quelque chose de spécifique que vous aimeriez abandonner dans les prochains jours. Peut-être un sentiment négatif comme la peur ou l'autocritique, une habitude nocive comme la procrastination ou une surconsommation des réseaux sociaux, ou toute autre chose qui vous empêche d'être qui vous voulez vraiment être. Réfléchissez à l'insécurité que vous ressentez, qui souvent vous empêche d'agir et de prendre des décisions. Rappelez-vous toujours que votre vie et votre bonheur véritable ne dépendent pas de ces choses que vous laissez derrière vous. La véritable joie émerge de vos choix conscients et des actions que vous prenez pour construire une vie plus satisfaisante. Observez comment vous pouvez grandir en abandonnant ce qui ne vous sert plus. C'est le premier pas vers un voyage significatif de développement personnel. En acceptant ce défi de détachement matériel et émotionnel, vous faites un pas important vers votre liberté personnelle et votre croissance intérieure. Vous commencerez à réaliser que beaucoup des choses que vous considériez comme indispensables étaient en fait des barrières à votre véritable potentiel. Vous comprenez que former notre autocontrôle, c'est aussi maîtriser nos émotions et sentiments. Alors, que choisissez-vous de laisser derrière vous? Quel sera votre premier pas vers une vie plus libre et consciente? Partagez votre choix et engagez-vous à relever ce défi. Ensemble, nous pouvons nous soutenir dans ce voyage de transformation. 4e défi. Contrôlez vos entrailles. Le contrôle de nos émotions est une leçon précieuse de stoïcisme. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre stabilité émotionnelle. Que ce soit un projet complexe au travail qui nous met en colère, une dispute familiale qui risque de dégénérer en bagarre, ou des imprévus qui surgissent et nous déstabilisent. Il est courant d'être submergé par nos émotions, réagissant de manière impulsive et perdant le contrôle de la situation. Mais et si nous pouvions changer cela? Et si nous pouvions réellement reprendre le contrôle? Je vous invite à relever le défi d'1 mois pour pratiquer l'équilibre émotionnel. Pendant cette période, observons attentivement nos réactions face aux situations qui se présentent. Il est d'abord essentiel de développer l'autoconscience en commençant par reconnaître nos impulsions, réactions et jugements, puis en développant la capacité de s'en distancer pour ne pas laisser nos émotions nous dominer. Imaginez une situation courante. Vous êtes au travail, en train de gérer un projet complexe. La date limite approche rapidement et la pression monte chaque minute. Au lieu de laisser le stress prendre le dessus, arrêtez-vous un moment et observez la situation sous un angle plus large. Reconnaissez que le défi est réel et qu'il exige le meilleur de vous-même. Cependant, la façon dont vous choisissez de réagir est entièrement sous votre contrôle. Paniquer, blâmer les autres ou se frustrer ne résoudra rien. Au contraire, cela pourrait compliquer encore plus la résolution. Garder son calme, revoir ses options et travailler avec détermination peut vous aider à relever le défi de manière plus efficace. Ce même principe s'applique à d'autres aspects de votre vie. Si quelqu'un dans votre entourage familial ou social essaye de vous provoquer, il est essentiel de reconnaître cette dynamique. Cette personne peut tester votre patience ou tenter de vous déstabiliser émotionnellement, mais cela ne réussira que si vous le permettez. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment répondre à ces situations difficiles. Avant de réagir de manière impulsive, pratiquez l'art de vous arrêter et d'observer la situation attentivement. Ensuite, choisissez consciemment votre réaction. En développant cette capacité à maintenir l'équilibre émotionnel, vous serez mieux préparé à relever les défis de la vie avec calme et sérénité, favorisant un sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un exemple concret, lors d'une discussion animée, au lieu de répondre impulsivement, faites une pause. Respirez profondément et évaluez vos options. Choisissez une réponse qui maintienne l'harmonie et reflète la personne que vous souhaitez être. En pratiquant cette approche de manière répétée, vous renforcerez votre contrôle interne. Au cours des 30 prochains jours, engagez-vous à observer et à contrôler vos réactions émotionnelles. Lorsque vous avez le contrôle de votre intérieur, rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut vous ébranler. 5e défi. Trouvez un partenaire responsable. La route vers la croissance personnelle peut être un défi et avoir quelqu'un à vos côtés peut faire toute la différence.
Trouver un partenaire de responsabilité, quelqu'un avec qui partager des objectifs et des engagements, peut considérablement renforcer votre détermination et vos chances de succès. Notre 5e défi consiste à trouver cette personne spéciale qui vous aidera à maintenir votre concentration et votre motivation tout au long du chemin. Un partenaire de responsabilité est une personne qui nous aide à rester fidèles à nos objectifs établis. Lorsque nous prenons conscience de l'importance de la connaissance de soi, avoir quelqu'un à nos côtés pour nous encourager et suivre notre progression peut faire toute la différence. Ce partenaire peut être un ami, un membre de la famille ou un collègue. Il est essentiel de choisir quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous, qui soit disponible au même moment et qui montre un véritable intérêt pour notre progression. La relation de responsabilité doit être mutuellement bénéfique, où les deux parties se soutiennent mutuellement dans leur parcours. La responsabilité mutuelle est un outil puissant. Savoir que nous devons rendre des comptes à quelqu'un qui se soucie de notre réussite nous motive à respecter nos engagements, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Cette connexion émotionnelle et énergétique avec notre partenaire de responsabilité maintient notre détermination forte et notre direction claire. Au cours des 30 prochains jours, challengez-vous à trouver et à travailler avec un partenaire de responsabilité. Partagez cette vidéo avec lui et ensemble, soutenez-vous et encouragez-vous mutuellement, créant ainsi une base solide pour développer des habitudes positives et durables. Ce partenariat vous aidera non seulement à atteindre vos objectifs fixés, mais renforcera également les liens d'amitié et de coopération, rendant le chemin vers le succès plus enrichissant et gratifiant. 6e défi. Pratiquez profondément la gratitude. Pensez à la capacité incroyable que nous avons de penser, ressentir, jouir et aimer. C'est le premier pas pour entreprendre un voyage de gratitude inspiré par les paroles sages de Marc Aurèle. En vous réveillant le matin, ne pensez pas seulement à la routine qui commence, mais au miracle qu'est d'être vivant. Respirez profondément et ressentez la vie pulsant en chaque partie de vous en reconnaissant à quel point ce privilège de vivre est extraordinaire. Il est naturel que lorsque nous nous sentons insatisfaits ou dans des moments difficiles, notre esprit se concentre sur les aspects négatifs de la vie, oubliant souvent de valoriser ce qui fut un jour un rêve et que nous possédons aujourd'hui. C'est pourquoi ce défi de pratiquer une gratitude profonde devient si pertinent. Il ne s'agit pas seulement de dire « merci » par politesse, mais de réellement plonger dans le sentiment profond d'appréciation pour tout ce qui fait déjà partie de notre existence. Bien que le mot « gratitude » soit souvent utilisé, nous avons pris l'habitude de le voir de manière superficielle et peu profonde. Dans ce défi, nous sommes invités à exprimer une gratitude vraie et profonde, et à chercher dans tous les domaines de nos vies des raisons de remercier. Depuis les relations significatives qui nous soutiennent dans les moments difficiles, jusqu'aux petites joies quotidiennes qui éclairent notre chemin. C'est aussi l'occasion de reconnaître nos propres efforts et réussites, aussi modestes qu'ils puissent paraître. Par exemple, pensez simplement à la joie d'une tasse de café chaud le matin. Ce moment, souvent pris pour acquis, peut être une source de gratitude lorsque nous reconnaissons le confort et le plaisir qu'il nous procure. De même, une conversation significative avec un ami ou le soutien d'un collègue de travail sont des raisons d'être reconnaissant. Commencez à réfléchir à votre vie et à chercher ce sentiment en vous. Au cours des 30 prochains jours, je propose d'intégrer la pratique de la gratitude dans notre routine quotidienne. Commencez maintenant. Commentez sous cette vidéo pourquoi vous êtes reconnaissant. Pour quelles raisons votre cœur exprime sa gratitude. Ce commentaire, aussi simple soit-il, a le pouvoir de recentrer votre attention sur les bonnes choses que vous avez déjà dans votre vie. Avec le temps, cette pratique renforce notre connexion au présent et nous aide à adopter une mentalité stoïque, trouvant la satisfaction interne indépendamment des circonstances externes. 7e défi. Avoir de l'attitude. Faire ce qui doit être fait est essentiel, mais comment transformer cette idée en action concrète? La réponse réside dans l'adoption d'attitude. Imaginez-vous en train de réfléchir aux événements qui façonnent votre vie. C'est comme être face à un immense puzzle, essayant d'assembler chaque pièce avec sagesse et détermination. Commencez par analyser les événements de votre vie de manière plus rationnelle, en vous concentrant sur ce qui est à votre portée. Par exemple, vous pourriez ne pas avoir le contrôle sur l'endroit où vous vivez,
Mais cela ne signifie pas que vous êtes impuissant. Vous pouvez transformer votre environnement en faisant de votre maison un refuge de confort et d'ordre, quelles que soient les circonstances extérieures. Et que dire des petites décisions quotidiennes? Même si nous n'avons pas les meilleurs vêtements ou chaussures, nous pouvons toujours adopter une attitude de confiance, de respect et d'éducation. Cela dépend entièrement de chacun et de l'environnement ou de la situation. Affronter les défis de la vie, comme la maladie d'un proche, peut être difficile. Bien que nous ne puissions pas changer la situation, nous pouvons offrir notre soutien et notre amour. Peut-être êtes-vous un entrepreneur qui a lancé votre propre entreprise sans beaucoup de ressources, mais avait le pouvoir de fournir des services de qualité et un service exceptionnel. Dans l'alimentation, même avec des ingrédients simples, la décision de cuisiner avec dévouement et créativité est toujours à notre portée. Dans le milieu professionnel, nous ne contrôlons pas toutes les variables, mais notre posture et notre dévouement nous appartiennent totalement. Dans n'importe quelle situation, contexte ou scénario, il y a une opportunité d'agir de manière consciente et déterminée, en se concentrant sur ce que nous pouvons influencer directement. Et lorsque nous faisons cela, l'adversité ne nous paralyse pas. Dans le voyage de la vie, nous nous trouvons souvent confrontés à la difficulté de prendre des décisions fermes et sûres. Ce n'est pas quelque chose de simple, car cela demande du courage et de l'engagement. C'est comme affronter quelque chose qui nous effraie, comme parler en public pour la première fois ou changer de carrière. Ces moments défient notre zone de confort et exigent une action immédiate. En acceptant ces défis, nous renforçons notre capacité à faire face aux problèmes qui surgissent. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des vices sur votre vie? Paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avidité, arrogance. Nous avons tous ces impulsions et, à un moment donné, nous y cédons. Les vices réveillent notre côté le plus irrationnel, nous séduisent et obscurcissent notre jugement. Ils nous font croire qu'ils sont inoffensifs, voire bénéfiques. Le stoïcisme critique sévèrement les vices. Pour les stoïciens, les vices annulent notre raison et notre liberté, nous transformant en esclaves de nos désirs. La philosophie stoïcienne est une école de pensée pratique qui nous enseigne à cultiver la vertu, nous éloignant ainsi des vices et nous conduisant vers une vie pleine et heureuse. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le vice nous rend malheureux. Il semble apporter satisfaction, mais cette satisfaction est éphémère, ne laissant que souffrance et angoisse. Marc Aurèle disait « Le vice est sa propre punition et se trouve dans sa propre destruction ». Et Sénèque ajoutait « Le vice est l'ennemi le plus puissant que l'on puisse affronter, mais la vertu est la meilleure défense contre lui. » Dans cette vidéo, je vais vous aider à contrôler les vices et à devenir plus vertueux et heureux. Tout d'abord, nous allons comprendre le vice dans le stoïcisme, puis apprendre 10 conseils pour le combattre avec vertu. Avant de commencer, engagez-vous à adopter une attitude plus ferme face aux vices et aux petites compulsions. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car en absorbant les connaissances stoïciennes, votre force morale pour les mettre en pratique se développera également. Pour le stoïcisme, le vice est un comportement moralement incorrect et préjudiciable pour celui qui le commet. C'est une affliction de l'âme qui se penche vers l'appétit rationnel, déforme le jugement, provoque la souffrance et mine toute paix intérieure et sérénité. Des exemples de vices, comme nous le savons tous, sont la vanité, la colère, la peur, la luxure, l'avarice, la gourmandise et bien d'autres. Marc Aurèle explique très bien ces déviations de l'âme et dit ce qui suit. Le premier et le plus grand vice est l'ignorance. Le second est le manque de maîtrise de soi. Le vice est d'abord le résultat d'un jugement erroné, découlant d'un exercice défectueux de la vertu de la sagesse. Lorsque nous sommes pris par le vice, notre compréhension prend 2 alternatives. Soit elle identifie comme un bien ce qui est en réalité un mal, soit elle reconnaît comme un mal et tente de se convaincre que c'est un bien. Dans les 2 cas, le résultat est le même. La compréhension est obscurcie et exprime l'erreur. Avec une compréhension et une raison confuses, le plaisir et le désir prennent le dessus. On privilégie le plaisir momentané au détriment du bonheur véritable et l'on devient prisonnier des impulsions. Par nature, les impulsions sont irrationnelles et égoïstes, ce qui nous rend plus animaux qu'humains. Celui qui se laisse aller au vice renonce à la raison, qui nous fait être humains, et devient esclave de ses passions,
ce qui est une caractéristique des animaux. Ainsi, celui qui s'abandonne au vice montre un manque évident d'amour pour lui-même et pour l'humanité, car il choisit de trahir ce qu'il y a de plus parfait et de plus noble en lui. En plus de nous rendre plus animaux, le vice nous rend dépendants et manipulables comme des esclaves de nos passions. Il annule notre liberté et nous rend incapables de choisir entre une action ou une autre. Prisonniers du vice, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Ils peuvent nous manipuler facilement en utilisant cette faiblesse. La raison s'égare et laisse place au plaisir, perdant toute capacité de dominer les passions et de les ordonner vers la vertu. Le désir et la vertu, selon un stoïcien, sont incompatibles. C'est pourquoi les vices, qui privilégient les désirs et éloignent de la vertu, nous éloignent à la fois de la sérénité et du bonheur de vie vers lesquels tout être humain devrait tendre. Cependant, il ne faut pas penser que tomber dans le vice signifie tomber dans une erreur irréparable dont nous ne pouvons pas nous sortir. Au contraire, comme le dit Sénèque, le meilleur remède contre le vice est la vertu. C'est pourquoi, comme le défend le stoïcisme, il est nécessaire de lutter chaque jour pour le pratiquer. Nous devons lutter pour être plus rationnels, plus sereins, renoncer peu à peu au vice et atteindre la maîtrise de nous-mêmes. C'est une tâche difficile, mais elle correspond à une fin aussi grandiose que le bonheur véritable. Si le bonheur complet était facile à obtenir, il ne serait pas si merveilleux ni si précieux. Si vous pensez comme les stoïciens, il est très probable que vous soyez d'accord avec toutes ces idées. Cependant, vous vous demanderez sûrement, bien que je sois d'accord avec cela, que puis-je concrètement faire pour vaincre les vices dans ma vie quotidienne? Par où devrais-je commencer? C'est ce que je dédie à la deuxième partie de cette vidéo, où je vais vous donner quelques conseils pour combattre la tyrannie des vices et cultiver la vertu. Connais-toi toi-même. Pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord savoir contre quoi lutter. Prenez le temps de réfléchir attentivement à vos faiblesses et vos vices. Au fond, nous sommes tous conscients desquels il s'agit. Notre cœur altéré par eux nous indique la cause de notre turbulence et de notre malheur. Avarice, luxure, gourmandise et égoïsme. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments et d'avoir clairement défini ce que nous voulons combattre. Notre bien comme notre mal n'existe que dans notre volonté. Épictète. Imaginez que c'est un chemin long et difficile. Rien de grand ne se crée soudainement. Épictète. Se défaire des vices est une tâche très compliquée car ils sont profondément enracinés dans notre cœur. Gardez à l'esprit que, pendant le parcours, il est très probable que vous rechutiez en eux. Et il n'y a aucun problème, c'est tout à fait naturel. L'important est de ne pas abandonner et de toujours revenir pour lutter contre eux. Si vous continuez à essayer, il viendra sûrement un jour où vous les aurez complètement surmontés. Déterminez votre motivation. Pensez aux précieuses raisons qui vous ont poussé à vouloir abandonner le vice. Le principal est d'être plus heureux, mais chaque personne aura d'autres raisons particulières, comme avoir une liberté financière, prendre soin de sa santé, améliorer ses relations et ainsi de suite. Gardez cela toujours à l'esprit, surtout dans les moments les plus difficiles, et n'oubliez pas qu'elles sont infiniment plus précieuses et méritent bien plus de valeur que les vices auxquels vous avez succombé. Établissez des objectifs réalistes. Définissez un objectif qui soit stimulant mais atteignable, pas trop facile, mais pas impossible non plus. Il est important que vous compreniez que vaincre le vice exigera des efforts, mais il est essentiel que vous croyiez en votre capacité à y parvenir. Éloignez-vous de ceux qui vous incitent au vice. Celui qui vous pousse vers le vice ne cherche pas votre bien. Quand on aime vraiment quelqu'un, on souhaite tout le meilleur pour cette personne. Le vice est un mal qui mène au malheur, donc celui qui l'encourage en vous ne se soucie pas de votre quête de la plus grande vertu et du bonheur véritable. Cela peut être très difficile, mais vous devez réaliser que vous devez vous éloigner de ceux qui vous entraînent vers le vice. Sinon, vous vous nuirez tous les deux, vous-même et l'autre personne. Quittez les relations que, au fond de vous, vous savez ne pas être bénéfiques pour l'un ou l'autre. Commencez progressivement. Si vous êtes fortement impliqué dans ce vice, commencez petit à petit. Il n'est pas nécessaire de l'abandonner d'un coup. Vous pouvez fixer des objectifs progressifs chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Soyez comme les fourmis. Grain par grain, on fait une montagne. Comme le dit Marc Aurèle, la vertu n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. C'est le résultat d'un travail constant de maîtrise des vices.
Évitez les situations à risque. Si vous connaissez vos vices et vos faiblesses et que vous êtes déterminé à les surmonter, évitez à tout prix les situations qui pourraient vous faire retomber dans ces vices. Cela peut impliquer que vous devez modifier certains de vos habitudes de vie et changer votre environnement pour éviter les tentations. Soyez donc courageux et gardez toujours à l'esprit que tout sacrifice en vaut la peine. Intériorisez la différence entre le plaisir momentané et la satisfaction complète. À mesure que vous tomberez moins dans les vices, vous constaterez une énorme différence entre le plaisir momentané que les vices procurent et la satisfaction complète qui vient de les vaincre par la vertu. La satisfaction complète de vaincre les vices par la vertu procure infiniment plus de joie et de sérénité intérieure. Vous réaliserez que malgré les difficultés à ne pas succomber aux vices, le bonheur qui découle de les surmonter est authentique et durable. Demandez de l'aide. Personne ne peut résoudre tous les problèmes seul. Faire appel à d'autres personnes peut être très utile. En plus de trouver du soutien, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont tombées dans le même vice que vous. Elles peuvent partager leurs expériences et vous pouvez beaucoup apprendre de cela. Philosophes, amis, familles, professionnels, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous être d'une grande aide. Pensez aux dommages que vous vous infligez et infligez aux autres. Comme le disait Sénèque, le contrôle des vices n'est pas seulement un acte d'amélioration personnelle, mais aussi un service à la société et au monde. Lorsque nous tombons dans les vices, nous avons souvent tendance à penser que le dommage n'est pas si grand ou qu'il n'existe pas vraiment. Cependant, le vice cause une blessure profonde à l'âme et ouvre la voie au malheur et au malheur. Cela dénote un immense manque d'amour pour nous-mêmes, car nous nous faisons du mal et refusons le bien. De plus, le vice affecte inévitablement les personnes autour de nous, que ce soit parce que nous les partageons avec elles, parce que nous les encourageons à les commettre ou parce que nous les tolérons chez les autres. Le vice est comme une spirale, un trou noir qui finit par entraîner tout et tous. Ne vous faites pas de mal, ni ne le permettez aux autres. Cherchez toujours le bien et la vertu. Pour conclure, je voudrais partager avec vous quelques citations de philosophes stoïciens sur le vice. Les vices sont des faiblesses que nous devons surmonter pour atteindre la grandeur et la sagesse. Marc Aurèle. Les vices sont des chaînes qui nous retiennent et nous empêchent d'atteindre la liberté et la paix intérieure. Épictète. La véritable grandeur ne consiste pas à éviter les vices, mais à les surmonter. Sénèque. Surmonter les vices est un chemin difficile, mais c'est à travers ce voyage que nous trouvons notre véritable force et sagesse. Chaque pas vers la vertu nous rapproche d'une vie pleine et équilibrée, où la raison et la liberté l'emportent sur les impulsions et les désirs irrationnels. Maintenant, partagez dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'apprentissage stoïque sur le contrôle des vices. Votre opinion est très importante pour nous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance. La quête de l'excellence personnelle continue et nous sommes ensemble dans cette démarche. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.